Salut mes petits êtres, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. J'aimerais lancer une nouvelle série de vidéos. Bon, je sais qu'on la voit un petit peu partout, c'est pas du tout une nouveauté, mais c'est pas grave. C'est les bilans du mois. Parce qu'en général, si vous me suivez sur Instagram, je mets juste en story donc les romans et mangas que j'ai lus dans le mois. Mais ça va très vite et j'en parle pas plus que ça parce que bon, de toute façon, j'ai déjà fait des chroniques. Mais je trouve ça plus intéressant d'en parler un petit peu plus longuement en vidéo. Et là, vous allez me dire, mais Marine, t'as pas fait le bilan de janvier et février? Vous avez complètement raison. En fait, j'essaye encore de m'habituer à cette nouvelle chaîne YouTube, à essayer de trouver le temps d'être à peu près régulière. Entre ça, le travail, Instagram, les autres passions, c'est beaucoup de choses à gérer dans l'emploi du temps. Mais petit à petit, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Donc du coup, pour ce mois de mars, j'ai lu 8 romans et 29 mangas. Pour l'instant, ici, je ne parlerai que des romans parce que sinon, pour les mangas, je vais y passer clairement toute la nuit, ça va pas être possible. Néanmoins, si vous voulez que je fasse une vidéo sur, je ne sais pas, les sagas de mangas que j'ai terminées, n'hésitez pas à mettre en commentaire que je vois et qu'on s'organise ça. Sinon, c'est parti! Alors, pour ma première lecture du mois de mars, j'ai lu Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, publié chez Pekaji. Ça faisait un petit moment qu'il était dans ma wishlist, bon en version originale du coup, et je l'avais pas encore commandé, et dès que j'ai vu qu'il allait sortir en VF, j'étais trop contente. Du coup, j'ai craqué directement. En plus, la couverture, excusez-moi, est très très jolie. Il manquerait plus que ce soit en relié, c'était parfait. Donc ce roman, pour une fois j'ai envie de dire, c'est pas de la fantaisie, je change un petit peu, c'est plus une enquête qu'on va suivre. En fait, on va retrouver Avery, qui est donc l'héroïne principale de ce roman, qui va hériter d'une somme astronomique, des milliards de milliards, par un homme totalement inconnu. Donc elle, en fait, elle se retrouve propulsée dans cette nouvelle famille, sauf que évidemment la famille de cet inconnu n'est pas trop d'accord avec ce choix, ce qui est compréhensible, et en particulier les 4 petits-fils du grand-père, en fait la personne du coup qui est décédée et qui a fait hériter Avery. Donc elle se retrouve propulsée dans cette famille et tous essayent de comprendre pourquoi c'est Avery qui a hérité de ça. Est-ce qu'elle connaît vraiment le grand-père? Et voilà. Du coup, on est dans une enquête tout au long du roman. C'est vrai que ça me change un petit peu d'habitude, mais j'ai beaucoup aimé. Surtout que tous les personnages sont très très attachants. Et oui, la dynamique de ce roman m'a beaucoup plu. Ça va vite, on s'ennuie pas. On essaye toujours de comprendre ce qui s'est passé, on en veut plus jusqu'au bout. La dynamique de ce roman m'a vraiment plu. Il y a toujours de l'action, on se demande ce qui va se passer. À chaque fois, on a des petits indices, on essaye de recoller le puzzle. C'est vraiment très intéressant, j'ai vraiment adoré. Et j'ai très hâte de lire la suite, puisqu'il me semble que c'est une trilogie. Donc voilà, vraiment très hâte. Et du coup, pour la petite note, moi je lui avais mis 4 sur 5 parce que c'était vraiment très intéressant. Il n'y avait pas un moment d'ennui, de longueur. Les personnages ne sont pas irritables comme dans certains romans malheureusement. Du coup voilà, une très bonne lecture. On passe à la suite. Alors on passe au prochain, c'est Jusqu'au dernier de Finbar Hawkins, publié chez Casterman. Alors pour celui-ci, je vais pas vous mentir, je l'ai pris surtout pour la couverture, que je trouve vraiment très belle et intrigante, qui n'est toujours pas en relié. Alors celui-ci, je vais pas vous mentir, je l'ai surtout pris pour la couverture, que je trouve vraiment très belle et intrigante, et aussi pour la petite phrase qui est inscrite ici, c'est « Une sorcière, 4 assassins, une implaçable vengeance ». Donc déjà, ça nous met bien dans l'ambiance et je sais pas, ça me donnait très envie. Alors, pour celui-ci, je suis restée plutôt mitigée, mais pas trop dans le bon sens. Alors, l'histoire de base de ce roman, elle est plutôt intrigante, ça donne envie, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Déjà, pour commencer, l'écriture. Bon, du coup, je sais pas si c'est vraiment l'écriture de l'auteur ou si c'est plus un problème de traduction. On se pose souvent la question dans ce genre de cas.
Mais j'ai eu la sensation qu'il y avait pas mal de fautes de français, de fautes de frappe, enfin, je sais pas, il y avait des phrases qui voulaient pas dire grand chose. Et ça m'a un peu perturbée. Bon, il y en avait pas énormément, mais ça m'embête quand même. Aussi, j'ai pas du tout aimé la personnage principale, dont je ne me rappelle plus du nom, c'est que ça m'a bien marqué, que j'ai trouvé très irritable, égoïste, le nombril du monde vraiment. Et du coup, je me dis là, en y réfléchissant, que même les autres personnages ne m'ont pas marqué non plus, parce qu'ils n'étaient pas forcément détaillés de la bonne manière. Non, les personnages, c'était plutôt un flop pour le coup. Et c'est dommage parce que les 50 premières pages, peut-être les 80 premières pages, je ne sais pas, l'histoire était vraiment bien. J'étais à fond dedans. On avait eu une scène un petit peu difficile, après l'histoire de la vengeance, mais au fur et à mesure de la lecture, au fil du scénario, c'est devenu de plus en plus bancal et c'est dommage. C'est donc une déception pour ce roman, je mets la note de 2 sur 5. Je suis désolée, ça aurait pu vraiment être bien, mais ça l'a pas fait. On passe au prochain, qui est Le Sanctuaire des Monas de Alexandra Kozelik, c'est un peu dur à dire, de chez Robert Laffont. Encore une histoire de sorcière. Oui, parce qu'au final, j'ai pas fait le résumé de celui d'avant, mais ça parlait bien de sorcière. Désolée, j'essaye de pas faire des résumés pour tous, sinon on s'en sort pas trop. Alors, pareil que pour Inheritance Games, ce roman était dans ma wishlist depuis un petit moment, pour la couverture tout simplement, comme d'habitude, qui a vraiment là une ambiance de sorcière, une ambiance sombre, et j'aime trop la couverture. Elle est trop belle. Alors pour celui-ci, ça commençait vraiment très bien. On avait la présentation des différents personnages, donc les 4 principaux et leurs personnalités. Après, on avait une aventure dans des terres inconnues et étranges, des événements mystérieux qui se passent et une enquête qui arrive. Dit comme ça, t'as franchement envie de le lire. Sauf que j'ai eu 4 problèmes avec ce roman. Déjà, premier problème, c'était sur la personnage principale, Sélénée. J'ai souvent des problèmes avec les personnages principaux, j'ai l'impression, c'est dingue. Mais bref, celle-ci, je la trouvais très fade, pas intéressante, pas trop de personnalité. Je préférais largement Irina, qui était une autre des personnages principaux, mais un petit peu moins mise en avant, que je trouvais vraiment beaucoup mieux. Deuxième point qui m'a dérangée, sur les 4 personnages principaux, il y en a 2 qui partent à la moitié du roman, et de la moitié jusqu'à la fin, on n'en entend plus trop parler. Ils sont plus franchement là, on n'a plus de nouvelles, et je sais pas, j'ai trouvé ça un petit peu étrange. Troisième point, c'était la densité du monde. Oui, parce que du coup, c'est de la fantasy, ça parle de sorcières et il y a beaucoup d'éléments qui sont introduits dedans. Au début, ça allait, franchement, il n'y avait pas de souci. Et au fur et à mesure, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup d'informations et je me sentais un petit peu étouffée par tout ça et ça m'a un peu dérangée dans ma lecture. Et enfin, quatrième point, c'est que au tout début de l'histoire, enfin, je sais pas, les 100 premières pages, un petit peu plus peut-être, ils arrêtent pas de répéter que Sélénée, donc la personnage vraiment principale, est tout le temps sur son téléphone. Et ça, ils le disent vraiment beaucoup parce que ça m'a marqué. Et après, ils en parlent plus du tout. C'est-à-dire que pendant, je sais pas, une petite moitié, ils en parlent tout le temps. Et après, c'est plus du tout évoqué. Pendant qu'il y a un petit peu plus d'action, machin, bon, je peux comprendre. Mais honnêtement, j'ai pas du tout vu ce que ça apportait à l'histoire. Je n'ai pas vu l'intérêt de le dire au début, et après, ça n'a servi à rien. Donc je ne comprends pas. Donc du coup, pour ce livre, je lui mets la note de 3 sur 5. Mon avis reste quand même mitigé là-dessus. C'est dommage parce que, comme vous le remarquez, j'adore les histoires de sorcières. Mais de toute façon, c'est le premier tome d'une saga, il me semble.
Je sais pas combien il y aura de tomes, mais bon, du coup, il y aura un tome 2. Espérons qu'il soit un petit peu mieux et que les personnages évoluent surtout. Et qu'on ait des nouvelles des 2 autres persos là qui ont disparu, ce serait sympa. Donc voilà, à voir pour la suite. Alors, on enchaîne avec le tome 3 de Campus Drivers de C.S. Quill publié chez Hugo Roman. Donc celui-ci c'est le tome 3 et le dernier de la trilogie. C'est dommage, j'aurais bien voulu un 4. Alors celui-ci en plus je l'ai lu en lecture commune avec 2 amis d'Instagram, donc c'était un petit peu plus rigolo que d'habitude. Et j'avais aimé le tome 1, j'avais adoré le tome 2, et là le tome 3... Mais... Alors petit aparté, mais je sais pas si ça fait ça que à moi, mais je trouve que dès que je lis un bouquin de romance, ça se lit à une vitesse mais incroyable, comparé à de la fantasy, de la dystopie, contemporain, tout ce que vous voulez. Je trouve vraiment que la romance, c'est peut-être parce qu'il y a un petit peu plus de dialogue, je sais pas, mais ça se lit vraiment très très vite, surtout quand la plume est addictive comme celle de C.S. Quill. Donc, j'adore. Alors, malheureusement ici, pour moi, le problème, c'était surtout les personnages. Bon, j'ai pas trop aimé le fait que, dans ce tome-ci, il y a le thème de l'automobile qui est vraiment très très présente. Et moi personnellement, c'est pas un thème, c'est pas un sujet qui m'intéresse du coup. Voilà, mais bon, c'est pas ce qui m'a dérangé le plus. D'habitude, j'aime beaucoup les personnages masculins de ces romans. Bon, le meilleur pour moi, ça reste Donovan du tome 2, il n'y a pas de discussion. Et du coup, ici, c'était Lewis. Et j'ai eu un petit peu de mal avec lui. Mais c'est pareil, c'est parce que, enfin, c'est dans son trait de caractère où il aime beaucoup, beaucoup les voitures. Mais comme moi, c'est quelque chose qui me passionne pas et que j'ai un petit peu du mal à comprendre, bah forcément j'avais du mal à je sais pas, à aller dans son sens et à m'attacher à lui comme aux autres. Mais bon, ça c'est totalement personnel évidemment. Mais dans ce roman, le pire pour moi, c'était pas le personnage masculin, mais le personnage féminin. J'avais beaucoup aimé dans le tome 1 et 2, c'était Loïs et Carrie, il me semble, qui avaient vraiment une personnalité très amusante, mais en même temps très forte et sensible. Ici, Amy, je l'ai trouvée plutôt forcée. Elle a un côté bad girl, donc elle n'a pas d'amis filles, elle a du mal à s'adapter autour des filles, elle aime pas tout comme les autres, et bon, elle s'intéresse aussi à l'automobile, bon, voilà. Mais j'ai vraiment trouvé que dans sa personnalité, ce trait-là de bad girl, je sais pas, il y avait vraiment tout qui était bon pour mettre en avant ça. Vraiment chaque petite chose pour faire ressortir le fait que ce soit une bad girl. Mais je sais pas, dans certains romans, ça passe, parce que c'est pas exagéré, mais ici, c'était vraiment too much pour moi. Surtout, bon, petit spoil du coup, ne regardez pas les 10 prochaines secondes, mais à la fin, quand elle dit « Ouais, je veux bien être ta meuf », ok, très bien, c'est très romantique, on adore. Je sais pas, j'ai trouvé cette phrase vraiment... Bon, j'ai pas aimé lire ça, quoi. Bon, je mets pour celui-ci la note de 3,5 sur 5 parce que ça reste une bonne lecture, je l'ai lu très très vite et c'est vrai que toujours la relation entre le garçon et la fille, C.S. Quill, elle arrive vraiment à nous rendre addicts et à vouloir savoir ce qui se passe. Mais j'ai vraiment pas accroché au personnage, malheureusement. Mais tant pis, le tome 2 restera dans mon cœur, c'est le plus important. On passe, tiens, encore un livre orange d'ailleurs, j'ai pas fait exprès, au tome 9 des Chroniques de Bridgerton de Julia Quinn, publié chez J'ai lu. À quand la version collector? Merci. Alors ce tome-là, comparé aux autres, c'est un petit peu différent parce que c'est un spin-off. Donc en fait, on va retrouver les couples qu'on a vus dans les anciens tomes et on va découvrir leur évolution en tant que couple marié avec des enfants. Et à la fin aussi, il y a quelques histoires de Lady Whistledown. Voilà, donc c'est pas un tome basique, c'est vraiment un petit spin-off pour le plaisir, je dirais. Donc évidemment, pour moi, c'était un pur bonheur de me replonger dans l'univers de Bridgerton.
parce que vous le savez, j'avais adoré. Donc, c'était vraiment que du bonheur. Ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver les enfants Bridgerton, de voir comment leur couple avait évolué, parce que maintenant, je sais pas trop quel âge ils ont dans les bouquins, mais je pense que ça doit être genre 40, quelque chose comme ça. Donc voir comment leur couple est toujours aussi solide, qu'ils s'entendent toujours aussi bien, de voir aussi leurs enfants. Donc déjà, il y en a qui ont eu pas mal d'enfants, je ne sais pas comment ils font. Voir ce que sont devenus les enfants aussi, comment ils arrivent à gérer ça. J'ai trop aimé retrouver le couple Anthony et Kate. Ils me font toujours aussi rire. Et j'ai retrouvé l'une des choses qui me plaît le plus dans les Bridgerton, c'est-à-dire que, encore une fois, dans chacune des histoires, il y a aussi l'autre partie des familles Bridgerton qui est là. Donc tout le monde est toujours présent, est toujours soudé, il y a de l'amour, c'est trop bien à lire. Donc je lui mets la note de 4,5 sur 5. Comme vous comprenez, de toute façon, est-ce que je suis vraiment objective? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est vraiment un livre, il faut le lire une fois qu'on a fini tous les autres tomes, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt et on doit s'ennuyer. À mon avis. Mais très bonne lecture, j'adore les Bridgerton. On continue. On enchaîne avec La Reine sans Royaume de Holly Black, publié chez Rajo. Je peux pas vous dire à quel point j'avais hâte et que j'étais excitée de lire ce 3e et dernier tome de la saga du Prince Cruel. Déjà, regardez la couverture, comme elle est belle. Magnifique. Encore une fois, il manque du relier, mais on va pas tout le temps se plaindre. Je vais quand même vous avouer que j'étais super triste de terminer cette trilogie parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'était très addictif, de toute façon... on a fait le combo ici, hein. Fantasy, royauté, romance. Et voilà. Bon alors comme les autres tomes, je l'ai acheté à sa sortie, sans aucune hésitation, je l'ai lu direct. Ça a été très rapide. je voulais savoir la suite, je voulais savoir la fin. Je devais savoir. Donc bon, en plus comme c'est un tome 3, là je peux pas vraiment vous faire de résumé, je peux pas tellement vous dire quoi que ce soit, à part que c'était bien. Mais si je devais dire un point négatif qui m'a un petit peu embêtée, mais ça c'est vraiment très très personnel parce que j'ai l'impression que je suis la seule à avoir eu ce problème-là. Donc mon petit problème c'était la fin. Donc mon problème c'était la fin du roman. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup quand la fin d'une saga ou d'un film ou d'un livre, peu importe, la fin, me marque énormément. Et c'est pour ça qu'en général, je vais passer pour une psychopathe, je suis désolée, mais je vous dis tout. J'aime bien quand il y a un des personnages principaux qui meurt. Mais pas parce que j'ai forcément envie qu'il meure, hein, c'est... tout va bien. C'est juste que je trouve que c'est beaucoup plus marquant, que ça nous touche beaucoup plus, que du coup on a plus d'émotions qui viennent en nous. Et souvent, quand il y a un personnage qui meurt, bah, je sais pas, vous serez d'accord avec moi, mais on s'en rappelle beaucoup plus que quand c'est une fin heureuse, même s'il se passe des choses à la fin. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup... Je passe vraiment pour une folle. Quand il y a un personnage à la fin qui meurt, parce que ça me touche plus que tout. Et c'est une fin dont je vais me rappeler vraiment très très longtemps. Et je trouve que ça va rendre le livre encore mieux. Je sais pas, je suis bizarre. Et pour le coup, dans la fin de La Reine sans Royaume, bon, j'ai trouvé que c'était bien, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. C'était bien, on a une conclusion, mais je sais pas, c'était pas assez époustouflant pour moi. Je sais, j'en demande beaucoup, mais c'était pas assez... waouh. Je lui mets quand même la note de 4 sur 5 parce que j'ai passé un bon moment, ça faisait très longtemps que je voulais le lire, j'attendais que ça. Et au moins, on a une conclusion là-dessus. Et je pourrais le relire dans quelques années, ça y a pas de souci.
Ensuite, c'est Just 17 de Emma Green, publié chez Addictive. Alors j'étais trop contente de lire ce roman parce que cette autrice, Emma Green, ça fait super longtemps que je vois la plupart de ses livres qui sont chroniqués sur Instagram. Je les vois énormément et à chaque fois ça a l'air de plaire. Du coup, j'étais super contente de enfin me lancer dans cette aventure. Et je n'ai pas été déçue. Alors ici, l'histoire est basée sur une différence d'âge. J'avoue que moi, de base, c'est pas ce que je préfère en termes de scénario parce que ça peut vite mettre mal à l'aise. Ça peut vite être gênant, ce genre de choses. En particulier quand la protagoniste est mineure. Heureusement, dans ce bouquin, elle devient vite majeure. Donc, au moment où la relation se fait un petit peu plus sérieuse, disons. Et donc, du coup, ça va. Parce qu'elle reste pas très longtemps mineure, ça passe un petit peu mieux. Ici, j'ai beaucoup aimé avoir les pensées des deux personnages. En général, c'est ce que je préfère dans les histoires, quand on a les pensées des personnages principaux. Même s'ils sont beaucoup, ça c'est pas grave, comme dans Rule que je vous avais présenté, où il y avait 4 personnages principaux, ou 3. Je sais même plus ce que je dis, non, 3, pardon. Et du coup, on avait les pensées de chacune, mais je trouve que ça aide vraiment à s'imprégner de l'histoire, à mieux comprendre comment tout se passe. Et je sais pas, on est plus dedans à mon goût. Surtout qu'ici, les deux personnages, ils sont vraiment très attachants. Du coup, c'est vraiment que du plus. Je trouve que dans ce roman, tout est dit avec douceur. Et malgré le thème abordé qui peut peut-être en effrayer certains, qui peut être pas tabou mais presque, c'est vraiment abordé de manière pure, innocente, vraiment qu'avec les sentiments, l'amour, la bonne volonté, et j'ai beaucoup aimé ce point-là du livre. Du coup, pour celui-ci, je lui mets 4 sur 5. J'ai passé un excellent moment. Encore une fois, c'est une romance, alors je l'ai lu à la vitesse de la lumière. Et j'ai vraiment très hâte de lire d'autres livres d'Emma Green. Parce que si c'est aussi bien que celui-ci, je vais passer que des bons moments. Et enfin, on termine avec L'Aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou, publié chez Gallimard. Donc celui-ci, c'est un roman que j'ai trouvé d'occasion chez Book Off. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, les magasins Book Off qui sont sur Paris, donc c'est des magasins d'occasion où il y a vraiment tout. Il y a des romans, des mangas, des CD, des beaux livres. C'est top, si vous voulez aller voir, allez-y. Et bref, quand je flânais dans les rayons, j'ai vu la couverture et je sais pas, elle m'a intriguée, les couleurs sont vraiment très belles et ça m'a donné envie. Du coup, j'ai craqué. Ça, c'est un roman qui est assez différent de ce que je lis d'habitude, qui est très empli de nostalgie, de mélancolie tout au long de la lecture. On va suivre l'histoire d'une mère qui va raconter à sa fille son passé. Et en fait, on va pas arrêter de switcher entre le passé et le présent. Et du coup, ça nous met vraiment à la place de la fille, comme si c'était notre mère qui nous racontait ces histoires du passé. Et c'est vraiment bien fait. J'ai particulièrement aimé la plume de l'autrice. Donc je sais pas si elle a fait d'autres livres, il faudrait que je me renseigne, parce que je l'ai découverte avec ce roman. Mais c'est vrai que son écriture avait quelque chose de très doux, et j'ai beaucoup aimé ça. Pour ce qui est du scénario, il est assez addictif. La mère raconte plusieurs choses plus ou moins graves, et on a envie de connaître absolument la suite, de savoir comment est-ce que ça va se terminer, comment elle en est arrivée là. Et ça, c'est un point positif. Donc celui-ci, c'est un roman que j'ai lu le soir dans mon lit, parce que oui, j'ai une lecture de la journée et une lecture le soir pour essayer d'aller plus vite. Je ne sais pas si ça fonctionne vraiment, mais on va dire que oui. Et c'était très calme, très posé, franchement bien pour le soir, il n'y avait pas de soucis. Si par contre je devais dire un petit point négatif, encore une fois, ça serait la fin, parce que on est censé avoir des retrouvailles,
Et en fait, cette scène est coupée. En fait, le livre s'arrête juste avant et c'est dommage parce que moi j'aurais bien voulu voir les retrouvailles et découvrir ce qui allait se passer. Et voilà, donc la fin est trop brute pour moi, trop brutale. Je lui mets quand même une note de 3 sur 5 parce que l'ambiance était très sympathique, le scénario tenait la route, la plume était très agréable. Donc à voir s'il y a d'autres romans de cette autrice et si c'est bien, mieux ou pire. Donc voilà, on en a terminé pour ce bilan du mois de mars. C'était donc 8 romans de lus. D'habitude c'est un petit peu ma moyenne, je suis entre 7 et 9 livres par mois. Sauf si vraiment je suis très occupée qu'il y a quelque chose. Je sais que certains pensent que je lis extrêmement vite. Enfin ça dépend des gens parce qu'il y en a qui lisent beaucoup plus de livres que moi. Mais ce qu'il faut se rappeler c'est que j'ai 3 heures de transport dans la journée. Donc ça aide à bien avancer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager, de partager la vidéo pour plus de visibilité, de vous abonner, ça serait très gentil, et d'aller voir mon compte Instagram parce que je suis beaucoup plus active dessus. Les liens sont dans la description. Je vous dis ciao!